Bonjour à tous, merci d'être là. Ce matin, on va parler sécurité. Pourquoi on parle sécurité? En fait, les attaques, elles arrivent constamment. Moi, il y a un petit site que j'aime bien qui a été développé par Kaspersky, que je vais vous montrer, qui montre un peu les attaques en temps réel voilà, dans le monde. Donc, il y a les différents types d'attaques, les différents pays. Donc, on peut même suivre des attaques, voir d'où elles viennent, etc. Quelles sont les attaques qui visent le plus les pays, etc. Et tout ça, c'est beaucoup d'attaques automatisées. Les attaquants, ils automatisent leurs attaques. Et donc, nous aussi, on doit faire ça. Donc moi, je suis Marine Duménil, je suis développeuse, tech lead. Et puis, depuis quelques années, je me spécialise en cybersécurité et je suis responsable du pôle cybersécurité chez Théodo. Mes convictions, c'est qu'il faut faire de la sécurité avec les développeurs. C'est comme ça que ça marche. Il y a trop souvent la sécurité qui est dans sa tour d'ivoire et qui met des contraintes qui font qu'on n'arrive plus à coder, qu'on ne peut plus innover. C'est pas ça le but. Il faut automatiser au plus proche des développeurs et mettre en place des choses qui aident à sécuriser sans bloquer l'innovation, sans bloquer notre travail au quotidien. La sécurité, c'est cool et justement, c'est ça qu'on veut montrer. C'est que le but, c'est simplifier notre vie, simplifier la vie des développeurs, simplifier la vie des utilisateurs. Un super exemple, c'est les gestionnaires de mots de passe. Ça simplifie la vie de tout le monde. Ça simplifie le fait qu'on n'ait pas besoin de se souvenir de 1000 mots de passe, qu'on n'ait pas besoin non plus d'avoir le même mot de passe partout. J'espère que personne ne fait ça. C'est vraiment un super exemple de choses qui sont terribles. Et donc, ça permet aussi de complexifier la vie des attaquants. Parce qu'on a un moyen maintenant de faire des choses de manière plus sécurisée. Ça, c'est un bon produit, quelque chose que la sécurité a fait avec les utilisateurs, pour les utilisateurs. Donc moi, je travaille chez Théodo. Théodo, c'est une entreprise de conseil où on développe des applications. Et moi, j'aide les développeurs en interne et en externe à faire du code plus sécurisé pour différentes entreprises. Et donc, dans plein de langages différents. Dans mes exemples dans la suite, je vais utiliser différents langages qu'on peut utiliser chez Théodo. Et donc, ça peut vous parler ou pas, mais ça veut dire qu'il n'y a pas tous les outils qui sont faits pour ce que vous faites au quotidien. C'est pas grave, le but, c'est aussi de comprendre la démarche. Donc, premier point, les équipes ignorent leurs failles de sécurité. Il y a eu une étude en 2020 qui a montré qu'il y avait 50% des applications web qui avaient une faille critique. Ce qu'on entendait par faille critique, c'était un accès à des données personnelles d'utilisateurs ou de l'exécution du code sur les serveurs. Et donc, c'est quand même... c'est beaucoup d'applications. Ça a été fait aux États-Unis, cette étude, mais je pense que ça s'applique quand même aussi en Europe et qu'on code un peu de la même manière avec les mêmes langages. Et donc, ces failles, elles sont ignorées. Qu'est-ce que j'entends par ignorer? J'entends deux choses. J'entends, on ne sait pas qu'elles existent. Ça peut arriver, hein, il y a une faille qui est introduite et on n'a pas connaissance de cette faille parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui allait regarder le code, il n'y a pas eu de test d'intrusion, il n'y a pas eu quelqu'un qui a remonté cette faille. C'est un problème. Il y a aussi un autre problème qui est, on sait qu'il y a une faille qui existe dans notre application et on n'en fait rien du tout. Il y a eu quelque part un rapport, un développeur qui a remonté ça c'est bizarre dans le code, un test d'intrusion qui a dit attention, ça c'est une faille, il faudrait la corriger. Et en fait, on ne la corrige pas derrière. Et cette faille, elle reste là des jours, des années, etc. En moyenne, il faut à peu près, je crois que c'est 1 an et demi pour qu'une faille soit corrigée. C'est vraiment énorme, hein, parce qu'en 1 an et demi, il y a le temps de l'exploiter quand même. Et du coup, pourquoi ces failles, elles sont corrigées? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de pourquoi les failles, pourquoi elles sont ignorées? Pourquoi ces failles, elles sont ignorées? Une petite idée? Ouais. C'est pas priorisé, super point. D'autres idées? Pas de budget, ouais. C'est très lié avec la priorisation, effectivement, pas de budget. Ouais. Elles sont pas détectées, donc très bon point, on ne sait pas qu'elles existent. Ouais. Dans l'appréhendation, donc facilement plus les délaisser, c'est plus difficile à défendre. Ouais, c'est ça. C'est pas visible pour l'utilisateur, c'est plus difficile à défendre. C'est un peu lié à l'impact aussi. On ne sait pas quel est l'impact. Ouais.
Donc, un des premiers points, c'est complexe. Effectivement, complexe, c'est elles sont pas détectées. En fait, c'est où est-ce qu'elles peuvent être les failles si on prend un schéma d'archi super basique. Vraiment, mon application, elle est super simple. J'ai mon front, mon back, quelques dépendances, je peux avoir une base de données. Et les vulnérabilités, elles peuvent être partout, vraiment à tout niveau. Juste dans les dépendances, par exemple, donc dans les services qu'on utilise et nos dépendances applicatives, il y a 50 nouvelles CVE, donc CVE Common Vulnerability Exposure, 50 nouvelles CVE par jour. Donc ça veut dire que je peux avoir 50 potentielles vulnérabilités dans mon application. Alors évidemment, elles ne me concernent pas forcément, ça peut être sur un langage qui n'a vraiment rien à voir avec ma stack, ça peut être sur un service que je n'utilise pas, mais ça veut dire qu'il faut que je sois quand même alerté de quand est-ce que ça me concerne. Alerter, ça veut dire automatiser. Je commence à mettre un peu les briques, mais voilà. Donc 50 nouvelles CVE par jour. Et en plus, parfois, je ne sais pas exactement, même si c'est sur mon langage, est-ce que ça me concerne comment je suis impactée? Est-ce que ça peut être exploité? Et est-ce qu'il faut que j'aille corriger? Est-ce qu'il faut le prioriser, justement? Donc voilà, donc ça peut survenir partout. On a des nouvelles CVE tous les jours. Ça, c'est juste sur le code qu'on utilise, mais il y a aussi le code qu'on écrit. Et il y a parfois aussi du manque de connaissances des développeurs ou du manque de temps aussi. Est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on sait comment corriger derrière les vulnérabilités? On en parlait aussi, il y a le manque de responsabilité. Donc ça, c'est la partie priorisation. C'est quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. C'est toutes les réunions où vous êtes allés et on a dit « Ah, on va faire ça, on va faire cette refacto, on va améliorer notre performance, nous... » Ça veut rien dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le sujet et qui dise « Ok, on prend ça et ça, l'objectif, c'est de le mettre dans la roadmap, de le faire à tel horizon, d'aller être aidé de tel expert si on ne sait pas faire. » En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. C'est pas obligé que la personne responsable, ce soit la personne qui sache. Il n'y a pas besoin que ce soit le sachant. Très bon exemple, c'est souvent c'est le PO qui est responsable du développement des prochaines épiques, des prochaines fonctionnalités. C'est pas le PO qui les code. En général, c'est plutôt vous. Donc le but, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Et ça peut être n'importe qui. Il faut juste se dire, OK, là, cette vulnérabilité, je suis responsable, je vais aller voir les autres équipes et leur dire ça, il faudrait le prioriser parce que c'est critique à tel point. Et on ne sait pas toujours à quel point c'est critique, mais du coup, il faut se faire aider aussi. Donc cette partie-là, c'est la pression du delivery. Justement, on ne sait pas comment prioriser. Et le fait que dans l'équipe, il y a plein de casquettes et parfois, on ne sait pas très clair qui est honneur de quel sujet. Donc, il faut qu'il y ait des honneurs par sujet. Et le dernier point, c'est l'impact. L'impact, moi j'aime bien dire c'est un impact non immédiat. On me dit parfois, ah oui, on ne sait pas s'il y a un impact. Non, c'est pas si cette attaque elle va arriver, si un jour on va être attaqué, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué. On le voit un peu, du coup on le voyait avec la carte au début, les attaquants, ils ont automatisé plein de choses. Il y a des bots qui scrapent le web tout le temps, qui vont tester des API, etc. Un jour, si vous ne fixez pas votre vulnérabilité, elle va remonter sur une petite alerte sur le dashboard d'un attaquant et il va se dire ok, là il y a une petite vulnérabilité, probablement ça veut dire que derrière ils font du code de merde, donc moi je vais aller regarder ce qui se passe et je vais aller creuser. Et malheureusement, quand il y a quelqu'un qui commence à vraiment creuser dans une application, on trouve des vulnérabilités. Il va peut-être aller faire du social engineering, faire du phishing, aller tester et mettre des moyens. Et là, une fois qu'un attaquant met des moyens, malheureusement, il y a des moyens ensuite d'arriver à faire des dégâts. Donc, il faut éviter qu'il y ait cette petite alerte qui sonne sur le dashboard d'un attaquant en ayant déjà des protections, en corrigeant les vulnérabilités au fur et à mesure. Et en plus de ça, peut-être que si on cherche, si on trouve notre faille, en fait, une faille, c'est quoi? C'est un bug. C'est pas, souvent, on a l'idée d'une faille, mais c'est un peu un truc cryptique. Ouais, peut-être quelqu'un pourrait récupérer quelque chose. Non, une faille, c'est un bug. C'est quelque chose qui a été codé dans l'application et qui marche pas bien,
qui permet de récupérer des informations d'un utilisateur, qui permet d'aller exécuter du code sur le front d'un client, etc. C'est un bug, ça a été mal codé. Parfois, c'est aussi un bug métier. Hein, on a mal compris une fonctionnalité et on a codé quelque chose qui, en fait, correspond pas aux besoins du client et donc va permettre à un certain utilisateur d'accéder à des informations où normalement il ne devrait pas y avoir accès. Alors, il y a quand même quelques différences souvent avec un bug classique. Ça ne va pas être remonté par vos utilisateurs ou par votre métier en général. Parce que un utilisateur, soit il ne va pas s'en rendre compte. Souvent, c'est un truc un peu plus caché. Ça peut être dans l'API. Souvent, ce n'est pas visible dans le front directement. Si c'est remonté par un utilisateur, soit vous avez de la chance, c'est un white hat, donc quelqu'un qui est bienveillant, qui va vous aider, ou vous faites un programme de bug bounty, par exemple, donc de l'ouverture de détection de vulnérabilité pour des attaquants, et du coup, vous devez quand même payer. Hein, vous payez les gens qui vous remontent des vulnérabilités. Mais parfois, c'est remonté par une alerte où quelqu'un a exploité votre vulnérabilité, ou encore pire, c'est pas remonté, et du coup, vous ne savez pas que quelqu'un est en train de vous exploiter. C'est difficile de mesurer l'impact. Souvent, une attaque, c'est une chaîne de vulnérabilité. Ce n'est pas une vulnérabilité qui emmène le fait que quelqu'un récupère toutes les informations. Il y a une première vulnérabilité qui va permettre de récupérer les informations d'un utilisateur, qui va permettre de faire du social engineering et de le ficher, qui permettre de récupérer des informations sur sa machine, etc. C'est assez rare qu'une seule vulnérabilité emmène toute l'exploitation de votre système. Et parfois, on ne sait pas comment corriger. Parfois, c'est complexe. Parfois, c'est votre langage que vous utilisez, il est plus maintenu. Parfois, c'est une faille qui est dans une sous-dépendance de sous-dépendance qui n'est pas facile à corriger parce que personne ne gère cette librairie. Donc, c'est sûr que parfois, c'est beaucoup plus complexe à corriger que... Enfin, vous me direz, il y a aussi des bugs qui sont très complexes à corriger. Mais, donc voilà, ça peut être très complexe. Par exemple, moi, j'aime bien me baser sur l'OWASP. Qui connaît l'OWASP ici ? Ok, donc à peu près la moitié des mains, même un peu plus. Donc l'OWASP, c'est Open Worldwide Application Security Project. C'est une organisation qui œuvre pour la sécurité initialement du web, maintenant un peu plus large que le web, donc aussi les applications, le cloud, etc. Et ils font plein de projets différents. Aujourd'hui, je vais parler surtout de 2 projets. Et donc, un de leurs projets, c'est le Top 10, qui sort à peu près tous les 4 ans. Là, le prochain, il est prévu pour début 2025. Là, le dernier date donc de 2021. Et ils sortent les plus grosses failles qui arrivent sur le web avec leur impact. En gros, ils mesurent la probabilité et l'impact à chaque fois. Et ils en font un top 10. Donc, c'est assez cool pour déjà se donner une idée de qu'est-ce qu'il faut que j'aille regarder dans mon site, ou qu'est-ce qu'il faut que je priorise. Et donc, le top 1, c'est le contrôle d'accès qui est cassé. C'est quand même un truc qui semble assez basique. Hein. Le contrôle d'accès, c'est souvent assez métier. On se dit, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, et pourtant, c'est le top. Donc moi, je me dis, OK, je vais aller regarder sur mon application, et puis je vais regarder le contrôle d'accès. Et si je regarde juste sur mon API, je regarde sur l'API de mon client actuel, il y a déjà 300 endpoints, et puis je ne connais pas forcément les règles métiers, qui a le droit d'accéder aux informations d'un utilisateur, qui a le droit de les modifier, etc. Et du coup, c'est quand même compliqué. Donc, tout ça, ça nous dit, il faut automatiser. C'est hyper important. Si vous automatisez pas et que vous êtes serein sur votre sécurité, ça veut dire que vous êtes au milieu du feu et vous n'avez pas d'alarme incendie. Vous pouvez être en train de dormir, il y a de la fumée, il y a plein de signaux qui montrent qu'il y a le feu, mais vous n'avez rien pour détecter qu'il y a le feu. Donc, faut automatiser, il faut pouvoir savoir ce qui se passe, il faut avoir des logs et les suivre, mais il faut aussi pouvoir automatiser la manière dont on écrit notre code et dont on l'analyse. Donc moi, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle SEMgrep, qui permet déjà de trouver au moins des failles classiques dans son application. Donc c'est super simple, ça permet d'être utilisé sur plein de langages différents. Il supporte plus de 30 langages. Et du coup, moi, j'aime bien le lancer quand j'arrive sur un nouveau projet pour voir déjà qu'est-ce que c'est le niveau un peu de sécurité. Est-ce qu'il y a des failles qui sont très classiques, qui sont faciles à trouver ou pas. Et ça remonte déjà beaucoup d'informations. Donc, par exemple, là, je l'ai lancé sur Juice Shop. Juice Shop, c'est un des projets de l'OWASP, qui est un site qui est volontairement vulnérable. Donc, il y a évidemment plein de failles qui sont trouvées par cet outil. Et donc, ça va me permettre déjà d'avoir plein d'informations.
Je peux les trier, par exemple, là où j'en ai le plus, là où c'est le plus dangereux. Et ensuite, je peux aller regarder, c'est hyper cool, ça me montre des informations sur la vulnérabilité. Donc là, j'ai un directory traversal ou pass traversal, qui veut dire que je peux accéder à plus de ressources que les ressources normalement prévues, ou que je peux écrire des fichiers à un endroit non prévu. Et je peux voir des détails sur chaque faille. J'ai même des informations sur où est-ce que c'est, sur quelle branche c'est. Je peux aller voir où est-ce que c'est dans le code. Et je peux même, là ça va m'emmener sur du coup le GitHub de JuiceShop. Je peux même aller voir précisément la ligne de code qui est touchée. Donc c'est hyper intéressant. C'est déjà un bon moyen d'avoir un niveau de sécurité, de voir le niveau de son application. Et en plus, c'est des outils qu'on peut mettre après dans la CI, par exemple, pour éviter d'écrire du code vulnérable quand on écrit du nouveau code. Donc voilà, un outil aussi très, très utile. Il y a plein d'autres outils qui existent. Ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. SemGrep, c'est gratuit avec des fonctionnalités payantes, hein, comme beaucoup d'autres. Il y a SonarCube, il y a plein de boîtes aussi que vous connaissez sûrement qui font ce genre de choses. Donc très utile. Donc c'est bien, mais il y a quand même des faux positifs qui remontent, parce que parfois c'est pas exploitable. Il faut le savoir, il faut être capable de discerner est-ce que c'est exploitable ou pas. Et en plus, mes failles métiers, là, mon contrôle d'accès, c'est toujours pas remonté. Donc c'est mieux, j'ai amélioré mon application, mais j'ai toujours ce problème de le top 1, c'est les failles métiers, c'est le contrôle d'accès qui n'est pas vérifié, et ça ne m'a pas servi sur ce point-là. Donc pour ça, nous, ce qu'on utilise, c'est un outil, plutôt une méthodologie qui s'appelle le QRQC, et dont je vais vous parler. Donc le QRQC, ça vient de la méthodologie Lean, qui vient des usines Toyota. Est-ce qu'il y en a qui font du Lean ici? Il y a 2 mains. Le Lean, c'est pas encore très répandu. 3 mains. Donc le Lean, ça vient des usines Toyota. Donc à la base, c'est vraiment fait pour concevoir des voitures. Mais l'idée, c'est faire de l'amélioration continue. Donc on va analyser quand quelque chose se passe pas bien pour essayer de l'améliorer. Donc comment ça se passe? C'est on va aller voir à l'endroit où il y a eu la vulnérabilité, le bug, et comprendre ce qui se passe. Donc l'endroit là où ça se passe, c'est sur l'ordinateur du développeur qui a codé la vulnérabilité. On va aller voir la pièce réelle, ici vraiment la ligne de code qui a introduit la faille, et les données. Donc est-ce que ça a été exploité? À quel moment ça a été mis en prod? Pourquoi? Est-ce que c'était un vendredi soir super tard et parce qu'il fallait fixer un bug urgent et du coup ça n'a peut-être pas été relu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comprendre vraiment sur le lieu réel, sur le terrain, ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, on a des mauvaises conceptions de ce qui se passe sur le terrain. En fait, on le voit très bien quand il y a un bug qui est remonté par quelqu'un, par le support. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire « Ah oui, non, mais ça c'est l'utilisateur qui a fait n'importe quoi » ou alors « Ça, c'est parce qu'il y a une machine qui est down » ou... On a plein d'idées de ce qui s'est passé, mais en fait, quand on va aller creuser la root cause de notre bug, en fait, c'est pas du tout ça. On a une mauvaise donnée dans une base de données, ou on a en tout cas une autre root cause du bug. Donc c'est vraiment une analyse pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire QRQC? Ça veut dire Quick Response Quality Control. Donc ce qu'on fait, c'est on va aller identifier notre problème, on va aller le caractériser. Qu'est-ce que c'est comme type de faille, par exemple? On va sécuriser, on fait un quick fix. Le but, c'est vraiment de laisser le bug ou la faille le moins longtemps en production. Et ensuite, on va aller analyser les causes racines qu'il y a, on va mettre en place des actions correctives, et on va capitaliser sur ce qu'on a trouvé. Donc ça veut dire on va aller vraiment fixer sur du long terme, on va aller partager ça aux autres équipes pour essayer de s'améliorer vraiment dans notre code au quotidien. Donc il y a déjà eu beaucoup de résultats dans l'industrie. Toyota, ils ont amélioré leur chaîne de production. Même en France, ça a été adopté. Donc par exemple, chez Safran, ils l'ont adopté. Ils ont augmenté de 15% leur taux de livraison à l'heure. En mettant ça en place depuis 2011. Ils ont augmenté de 10% la qualité de leurs produits. Valeo, ils ont eu des sites où il y avait 0 défaut. Parce que en fait, on met en place des actions qui permettent que ce qu'on a, le bug ou la faille, ne puisse jamais se reproduire. On va voir des exemples, parce que c'est toujours plus facile. Donc, comment ça marche? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut étudier vraiment l'état de notre système pour trouver les failles, et pour ça, il faut avoir les différentes connaissances.
Il faut les connaissances métiers, parce que c'est eux qui connaissent, par exemple, comment ça doit fonctionner, quel est le contrôle d'accès qu'il faut mettre en place, est-ce qu'il y aura quel est le risque, qui sont nos attaquants, quel est le risque derrière. Il faut des connaissances de l'application, il faut que c'est les développeurs qui connaissent comment ils ont codé leur application, et il faut des connaissances en cybersécurité, parce que il faut aussi voir comment on corrige, quel est le risque, quel est l'impact. Et donc, c'est vraiment ces 3 métiers ensemble qui peuvent résoudre les failles vraiment sur le long terme. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle des Go and See. Et donc, on va réunir ces trois entités, en tout cas trois personnes représentantes de ces expertises, et on va aller regarder le code, et on va voir est-ce que c'est bien codé, pourquoi, est-ce qu'il y a une faille. Et en fait, souvent, quand je fais ça, j'ai des développeurs qui me disent « Ah, mais en fait, je pense qu'il y a une faille dans mon application, ça fait déjà 3 mois, on a codé cette route, et en fait, elle me semble bizarre. » Et en fait, très souvent, ils ont raison. Et en fait, il vous faut un peu de temps pour réfléchir à est-ce que j'ai une faille de sécurité ou pas. Et en fait, ça aide pas mal d'en discuter avec à la fois l'expertise métier et l'expertise de cybersécurité. Vous êtes, tous les développeurs, on est les premiers à connaître notre code, et donc on est aussi les premiers à savoir quels sont les endroits les plus à risque. Et donc, c'est hyper intéressant de se poser la question, comment est-ce que, moi, si je devais attaquer mon application, par où je passerais ? Est-ce que je sais qu'il y a un endroit qui est plus vulnérable ou pas ? Et d'en parler avec le métier et avec des experts en cybersécurité. Donc, comment ça marche ? Nous, on a un petit template pour le QRQC qu'on utilise au quotidien. Il y a plein de templates qui existent. C'est un peu l'idée du post-mortem aussi. Et donc, on va aller regarder ce qui se passe sur une vulnérabilité. Donc, là, c'est une vulnérabilité qui est vraiment arrivée où je suis intervenue sur un projet. Et donc, il y avait une vulnérabilité de contrôle d'accès. Et donc, on l'a analysée ensemble. On va zoomer sur chaque partie. Donc, d'abord, on veut expliquer ce qui se passe du point de vue de l'utilisateur. Donc là, ce qui s'est passé, c'est n'importe quel utilisateur pouvait changer les informations d'un autre utilisateur sans même être connecté. Hyper grave, hein, on est d'accord. Voilà, il pouvait le faire via l'API, il pouvait appeler la route. Donc, on va regarder le code, vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, il pourrait y avoir plein de choses possibles. Et donc, dans la route, ce qui se passe, donc là, c'était un projet en Spring Boot. Et donc, on voit que la route de création ou d'update de l'utilisateur, il n'y a pas de pré-authorize, donc il n'y a pas de contrôle d'accès sur cette route. Pourquoi c'est le cas ? Donc, on va analyser pourquoi il y a eu ce cas qui est arrivé. Donc, à chaque fois, quand on analyse 2 choses. On analyse pourquoi ça a été introduit et on analyse pourquoi c'est arrivé jusqu'en production. Parce que dans notre chaîne de développement, on a 2 choses. On a d'abord la partie où on code et où on teste. Et ensuite, on a la partie où ça va jusqu'en prod et c'est là où il y a vraiment l'impact. Donc là, on analyse pourquoi ça a été, pourquoi ça a été créé. Donc ce qui se passe, c'est une des développeuses de l'équipe, Justine, elle a copié la fonction de création du compte utilisateur. Donc dans ce cas-là, le cas métier, n'importe qui pouvait créer un compte sur cette plateforme. Et donc, forcément, sur la création du compte, il n'y avait pas de contrôle d'accès. Et elle n'y a pas pensé quand elle a créé cette route. Donc, on se dit, par exemple, une chose qu'on pourrait faire, c'est maintenant, on met un pré-authorize tout le temps sur toutes les routes. C'est quelque chose qui existe par défaut dans la documentation. Et donc, on met un permit all. Donc, ça veut dire, je précise spécifiquement quand la route, elle est publique. Pourquoi c'est utile ? C'est utile parce que, par exemple, quand je vais copier-coller, peut-être que ça va... au moins, je vais me poser la question. Il y aura un petit warning. Quand quelqu'un va relire, il va aussi se poser la question. Et donc, au moins, on a un début de prévention de cette introduction de faille. En plus de ça, ce qui s'est passé, c'est aussi donc le product owner ici, Léo, donc, qui est celui qui spécifie les tickets de la manière métier. Il n'avait pas précisé ce qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire que c'est 100% sa faute, ça ne veut pas dire que c'est 100% la faute du développeur. Le but de ça, c'est pas de mettre la faute sur quelqu'un, c'est vraiment d'aller creuser et de comprendre ce qui se passe, et de former les gens. Donc, Léo, il n'avait pas dit, est-ce qu'il faut être
être un administrateur, par exemple, pour changer le compte utilisateur. Peut-être que c'est le cas. Est-ce qu'il y a des données qui peuvent être modifiées, d'autres non? Est-ce que je peux modifier mon propre compte comme je le veux? Est-ce que certains managers peuvent modifier le compte de quelqu'un d'autre? Il y a vraiment plein de cas métiers à creuser. Et donc, cette pièce, ce QRQC, c'est un bon moyen de former Léo et de lui montrer qu'est-ce que c'est le contrôle d'accès, comment ça impacte notre site, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser. Et donc, la deuxième analyse, c'est pourquoi c'est arrivé jusqu'en production. Donc, on va toujours partir du plus proche du développeur jusqu'au moment où on met en production pour essayer de trouver, justement, d'automatiser au plus proche du développeur pour éviter que ça se reproduise. Donc là, on voit que le contrôle d'accès, il n'était pas vérifié, en fait. Donc, une idée, ça peut être, sur cette route spécifique, on met un test, et on précise qu'il faut qu'il y ait une 403 quand l'utilisateur n'est pas authentifié, par exemple. Et donc ça précise un peu plus ce qui se passe. Mais donc je me dis, ok, c'est bien, sur cette route, si jamais quelqu'un copie-colle les tests, peut-être qu'il va penser au 403, mais est-ce que je peux trouver quelque chose encore plus loin? On peut toujours essayer de trouver des protections plus loin. Et donc là, sur cette application, ce qu'on a fait, c'est on a ajouté un test générique qui vérifie qu'il y a toujours la présence d'un pré-authorize. Comme ça, même si quelqu'un recrée une route, recrée son contrôleur, eh bien, il y aura un test qui va fail si jamais il n'a pas mis de contrôle d'accès. Donc, c'est super simple. Donc, les fitness tests, c'est des tests d'architecture. Donc là, on a un petit test où on va aller vérifier les contrôleurs et vérifier qu'ils sont sécures, c'est-à-dire qu'ils contiennent un pré-authorize. Donc là, dans cette équipe, dans ce projet, parce qu'il y a plusieurs équipes, depuis qu'on a mis ce test en place, il a fail 3 fois. Donc ça fait, je pense que ça fait à peu près 1 an qu'on a mis ce test en place. On a refait justement un Go NC, on a parlé avec les équipes. Et ce test, il a déjà fail 3 fois. Il y a une fois, c'était une route publique. Ok, pas de problème. Ils ont mis le pre-authorize permit all. Il y a 2 fois où ça veut dire qu'il y a du contrôle d'accès qui a été oublié. Il n'avait pas été spécifié côté métier, il n'avait pas été pensé côté développeur non plus. En tout cas, il y a eu ce problème déjà qui est arrivé 3 fois. Donc ça veut dire qu'on a pu améliorer de manière plus pérenne notre site et notre développement. Donc, ok, trop bien. Maintenant, on va voir, du coup, on a fait plein de QRQC, hein, on fait ça à chaque fois qu'on a des bugs, à chaque fois qu'on a des failles, des vulnérabilités. Et donc, ça nous a permis de créer ou d'ajouter plein de corrections. Donc, par exemple, sur un des projets Spring sur lequel je suis intervenue, il y avait 436 endpoints sur une des API. On avait mis en place ce test de pre-authorize, mais en fait, ça ne vérifie pas non plus que le contrôle d'accès, c'est le bon contrôle d'accès qui est mis. Parce que je peux très bien mettre un permit all alors que ce n'est pas le but. Alors que ça devrait être justement restreint à seulement l'utilisateur. Et donc, ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire, c'est développer un petit outil qui fait un dashboard tout simple de mes endpoints, la méthode qui est utilisée et le pre-authorize qui est associé. Et en fait, en discutant avec le métier, justement, le petit schéma que j'avais où on met tout le monde ensemble et on discute, on se rend compte que, par exemple, dans une application, le Search Clients, si vous êtes sur un réseau social, c'est normal que tout le monde puisse chercher tous les clients, mais si vous êtes sur une banque, par exemple, ou sur des sites moins recommandables, par exemple, vous n'avez pas forcément envie de savoir qui sont les utilisateurs de ce site. Et donc, le Search Clients, peut-être qu'en fait, il devrait être accessible qu'aux administrateurs. Peut-être qu'il devrait être accessible qu'à un super admin uniquement. Donc, c'est un super moyen de discuter avec les équipes. Et en plus, depuis qu'on a mis ça en place donc sur ce projet, le métier est beaucoup plus sensibilisé. Donc, ils gardent de leur côté un tableau à jour des différentes fonctionnalités et des droits associés. Et régulièrement, avec les tech leads ou les développeurs, ils repassent sur ce tableau pour vérifier que les deux sont bien alignés. Donc, on a à la fois le côté automatique et le côté de connaissance métier pour être sûr que le contrôle d'accès, il est plus sûr sur cette application. Donc, comment ça marche derrière? Donc, ça, c'est un projet qui est open source. Si vous voulez l'utiliser, allez-y. Si vous voulez y contribuer, c'est avec plaisir aussi. Il y a plein de choses à améliorer. Donc, comment ça marche? On va aller regarder le pom.xml. On va regarder tous les projets qui sont derrière. Aller regarder les différents contrôleurs avec les annotations qui sont
Donc, on fait notre abstract syntax tree, on va visiter les différentes annotations. Donc, comment ça marche dans les annotations? Si on va aller regarder, est-ce qu'on est dans un contrôleur? On récupère les annotations qu'il y a dessus. Et du coup, on va les filtrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vérifier est-ce que c'est une annotation pre-authorized. Et donc, et en plus, on vérifie aussi est-ce que ça vient bien du framework de Spring Security. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a eu un cas où il y a eu un développeur qui a développé son annotation pre-authorized parce qu'il y avait son test qui avait failli. Donc ça, on fait attention maintenant et on vérifie bien. En Spring, il y a d'autres manières de faire du contrôle d'accès, notamment avec d'autres décorateurs qui sont secured et roll the load, donc qui ont été ajoutés depuis dans l'outil. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon moyen d'aller voir ça avec le métier et d'avoir un support de sensibilisation à la sécurité pour améliorer son application. Et donc, je le disais, pour les routes qui doivent être ouvertes à tous, on met notre permit all. Donc, nous, on ne fait pas que du Spring, on intervient sur différents projets. Par exemple, qui fait du Java ou du Spring Ok. Qui fait du Symfony? Personne. Très bien. C'est vrai que c'est un peu plus dans la région, il y a un peu plus de Java, donc voilà. Mais donc en Symfony, en tout cas, pour votre culture générale, quand on crée une entité et qu'on l'ouvre accessible à l'extérieur, donc il y a des routes qui sont créées, les routes CRUD, elles sont créées automatiquement, donc toutes les routes. Et donc ça veut dire que par exemple, si je crée mon entité user et que j'ai envie d'ouvrir la partie create, et par défaut, la route de delete, elle sera aussi ouverte. Donc c'est hyper important de la spécifier. Ça, c'est pas toujours forcément connu des développeurs qui vont ouvrir leur route. Et donc, c'est pareil, il faut avoir du contrôle sur ces accès. Donc, on a développé des petits outils, je passe un peu vite dessus parce que ça vous concerne moins, mais qui peuvent être utiles. On fait aussi du Django, parce qu'il y en a qui font du Django. Ah, il y a une main. Ah non, 2, 3. Donc voilà, sur Django, pareil, il faut aussi du contrôle d'accès. Donc, on a aussi un petit outil qui peut être... qui est accessible et qui peut être utile pour tester le contrôle d'accès sur ces routes. Parce que l'idée, c'est capitaliser. On a découvert qu'on avait on avait eu des failles de contrôle d'accès sur des applications Spring Boot. On va aussi aller regarder est-ce que sur d'autres applications, on a aussi le cas. Il y a aussi d'autres catégories de l'OWASP sur lesquelles on a travaillé, pas que la première. Je passe pas trop sur la deuxième catégorie de l'OWASP qui est sur la crypto. Nous, ce qu'on recommande énormément, c'est d'utiliser les langages, les librairies de cryptographie qui sont éprouvées sur le marché et de jamais coder soi-même cette partie-là. Et aussi d'utiliser les derniers standards de cryptographie. Donc là, ce que recommande l'OS, c'est d'utiliser du Bcrypt et du Argon 2 notamment. Donc c'est les trucs à utiliser et de vraiment pas essayer de faire des trucs un peu fancy là-dedans, sauf si vous êtes des experts de crypto. Dans ces cas-là, trop bien, vous contribuez à améliorer les sites en production des autres gens. Donc sur les injections, actuellement, on pense beaucoup que nos frameworks front, ils nous protègent de tout ce qui est XSS, parce qu'ils font de l'encoding par défaut, donc c'est le cas de Angular, c'est le cas de React, de Vue, etc. Mais il y a des moyens de bypasser cette sécurité. Et malheureusement, même si les noms sont quand même un peu obvious, là ça s'appelle dangerously set in HTML, il y a dangerously dedans, ça veut dire que c'est dangereux. Dans Angular, c'est bypass security. Il y a écrit bypass security. Mais je vois quand même des gens qui l'utilisent parce que ça marche mieux, parce qu'ils ont de l'HTML, etc. Sauf que quand c'est derrière, c'est des données utilisateurs, ça veut dire qu'on peut avoir une XSS. Sur un des projets justement où je suis intervenue, eh bien, ils avaient un dangerously set inner HTML. Donc, on est allé voir un peu. Et ils nous ont dit non, mais ça, c'est des données qui viennent de chez nous. Donc, OK, ils appellent une API qui est en interne. Et puis, on va regarder quelles sont les données derrière. En fait, les données, elles venaient des commentaires de Google sur le service. Et ils les mettaient sur leur site. Très bien, mais les commentaires de Google, c'est pas vous, en fait. N'importe qui peut remplir des informations dans les commentaires de Google. Donc c'est pas suffisant.
il s'avère que heureusement Google sanitise les informations, donc ils étaient protégés, mais ça aurait pu être venir d'autres choses. En tout cas, c'est vraiment c'est dangereux. Et encore pire, c'est ce Dangerous Site Inner HTML qu'ils ont mis, ça venait de la doc directement. Ils avaient copié-collé la documentation. Donc je pense que c'était Next.js. Ils avaient copié-collé la documentation de Next.js où il y avait écrit ce Dangerous Site Inner HTML. En général, quand on lit la documentation, on est plutôt confiant qu'on est en train de faire la bonne chose, qu'on suit la bonne pratique. Bah, pas toujours. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une petite règle de linter qui vérifie qu'on sanitise. Et bon, on est aussi en train de travailler pour essayer d'améliorer cette documentation Next.js pour au moins mettre un petit warning et voir est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir ce Dangerous Site Inner HTML. En tout cas, on n'est pas à l'abri d'avoir quand même des XSS dans nos applications. Bon voilà, ça aussi c'est open source, c'est accessible et vous pouvez le mettre sur votre projet. C'est vraiment une petite ligne à ajouter dans les packages.json et à ajouter pour être plus sécurisé. Il y a plein d'autres outils. J'ai pas le temps ce matin d'aborder tous les outils qui existent et tout ce qui peut être fait. Il y en a certains que j'ai mis dans un répertoire Awesome Security Automation qui peut être très utile. Si vous avez des outils aussi que vous utilisez au quotidien, je serais hyper contente de les connaître. Peut-être vous pouvez les rajouter aussi là-dedans. Vous pouvez aller mettre une star si ça vous plaît et le partager aussi. En tout cas, le but, c'est aussi justement de trouver des outils qui nous aident à nous améliorer au quotidien sans bloquer complètement l'innovation et la manière dont on développe. C'est plus des manières de mieux développer. Du coup, les key takeaways de mon talk, il faut automatiser et il y a plein de solutions qui existent, plein de solutions gratuites, plein de solutions open source. C'est hyper important de mettre ça en place sur nos projets. Il y a plein de failles qui existent. Donc, on n'a pas abordé tout le top 10, mais c'est déjà beaucoup de failles et ce n'est pas l'entièreté des failles, c'est seulement celles qui sont les plus probables et les plus critiques. Donc, c'est hyper important de les analyser, de mettre en place tous les acteurs, de temps en temps de se réunir et de réfléchir à quels sont les risques pour notre application et pour notre code. Et il faut analyser quand on a une faille. C'est trop bien de faire un test d'intrusion, mais si vous corrigez la faille et que ensuite quelqu'un d'autre réintroduit la même faille 5 jours après, vous n'avez rien amélioré en fait. Donc c'est hyper important d'analyser et de trouver des outils ou de créer des outils, en tout cas de vraiment fixer les causes racines de ces failles. Merci à tous pour votre attention. Dans une démarche aussi d'amélioration continue et dans la suite de la méthodologie Lean, je veux bien vos feedbacks. Et j'ai quelques annonces. Donc, on écrit une newsletter avec Théodo, avec mon équipe de sécurité, où justement on explique du point de vue d'un développeur qu'est-ce que c'est une faille et on va analyser ces causes et voir comment on aurait pu les éviter. Ça sort toutes les 3 semaines, donc normalement vous n'êtes pas trop... j'espère que c'est pas trop et qu'il y a le temps de le lire. Et on essaye vraiment d'être pédagogique dans cette newsletter. Dans la suite de cette newsletter, avec un de mes collègues, on sort un livre qui raconte des histoires de sécurité qui sont arrivées entre 2017 et 2023, vraiment en analysant et en voyant qu'est-ce aurait pu être évité. C'est plein de failles qui sont sorties dans la presse. Donc, par exemple, il y a eu sur amélie.fr, donc le site de l'assurance maladie, on pouvait accéder aux mails de tout le monde juste en changeant l'ID dans l'URL. Et donc, accéder à des notes de frais, des informations confidentielles, des feuilles de soins, etc. Donc, c'est un des exemples qu'on raconte dans notre livre. Et si vous voulez récupérer mes slides avec des infos, vous pouvez aller regarder sur ce lien ou scanner ce QR code. Merci à tous et je suis disponible pour des questions.